recevoir pour la deuxième ou troisième fois même. Troisième fois Lucien Cerise. Aujourd'hui, c'est autour de son dernier livre, Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN. Alors, le sujet a été abordé ici plusieurs fois. Éventuellement, revenez la conférence qui a eu lieu ici il y a plus d'un an et demi par le professeur Arignon sur Vérité sur l'Ukraine. C'était un ouvrage qui avait été écrit pendant la guerre civile contre les bolcheviks par le général Volkanovski. Et le titre du livre, c'était Vérité sur l'Ukraine. C'est vrai que la question ukrainienne, depuis au moins le XVIIIe siècle, est un problème grave. Pour la simple raison qu'il y a plusieurs Ukraines. Une qui a été soit influence, soit polonaise, soit lituanienne, ou peu importe, l'Ouest, en général gréco-catholique, et l'Est, tourné vers la Russie. Et il ne faut pas oublier que Kiev est le berceau de la Russie. Laissons ça de côté. Plusieurs fois, vous avez vu ici des conférences sur la manipulation des informations. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet. On vous a fait référence à plusieurs reprises du livre de Latsa, entre autres Le Printemps russe, où il montre très rapidement la technique des révolutions orange. Et on avait dit un peu, peut-être pour plaisanter, que la première révolution de couleur avait été en France, 68. Ce livre aborde la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et il serait souhaitable que le livre ait une large diffusion, car ne correspond pas du tout, d'une part, à la doxa, ni aux informations que vous pouvez recevoir. Petite parenthèse, sachez que grâce au Cercle, on a envoyé plusieurs dizaines de mètres cubes de vêtements et de livres dans le Donbass. Car le combat est à la fois intellectuel, il est d'abord intellectuel, mais il peut prendre toutes sortes de formes selon les nécessités du moment. À vous, cher ami. Oui. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc là, oui, la troisième, peut-être même quatrième, je ne sais plus. À propos donc de ce livre qui est sorti cette année, sur la base de recherches que j'ai commencé à faire et donc de sources que j'ai commencé à archiver dès le mois de décembre 2013. Parce que donc dès le mois de décembre, les événements d'Ukraine commencent le 21 novembre 2013, pour être précis. Et dès le mois de décembre, on voit quelque chose d'assez étrange qui se met en place. C'est un traitement de l'information, un traitement des événements qui correspond à ce qu'on appelle l'indignation sélective. Il y a une sélection de l'information qui ne correspondait pas, qui en quelque sorte posait un filtre sur le réel et qui retenait uniquement ce qui intéressait certaines tendances politiques occidentales. L'événement commence à se structurer donc fin novembre 2013 et assez rapidement on voit que tout le spectre politique ukrainien est impliqué, c'est-à-dire de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et donc selon une ligne de clivage qui en fait n'est pas droite contre gauche, mais qui prend une forme en quelque sorte de chiasme, où on voit donc des mouvements d'extrême gauche et des mouvements d'extrême droite converger d'un côté, et de l'autre côté,
des mouvements également de gauche et de droite convergeaient sur une autre ligne. Quelles sont ces deux lignes? Rapidement, on peut dire qu'il y avait les pro-Maïdan et de l'autre côté les anti-Maïdan. C'est-à-dire, quand je dis les pro-Maïdan, les gens qui étaient favorables au renversement de Yanukovych, le président de l'époque, qui était décrit comme étant pro-russe. Bon, en réalité, c'était surtout un opportuniste et qui pouvait retourner sa veste assez rapidement. Et donc, sur une ligne pro-Maïdan, c'est-à-dire favorable au renversement de Yanukovych, on voit ce qu'on appelle un peu une coagulation en politique entre des groupements d'extrême droite et des groupements d'extrême gauche. Ceux d'extrême gauche, soutenus essentiellement par George Soros, sur une ligne immigrationniste, cosmopolite et LGBT. Et très étrangement, on voit une convergence avec des groupes d'extrême droite de type bandériste, dit néo-nazi dans certains médias, par certains observateurs, et qui se réfère donc à Stepan Bandera, qui était donc la figure tutélaire de la droite nationaliste ukrainienne. Et tous ces gens convergent sur un projet commun qui consiste à faire tomber le président accusé d'être pro-russe et surtout d'être anti-Union européenne, anti-européiste en quelque sorte, ou eurosceptique et anti-atlantiste. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a déclenché les événements officiellement, c'est le refus donc, de Yanukovych de s'engager plus avant dans l'intégration européenne, dans l'intégration à l'Union européenne, en refusant de signer un traité d'association, un accord d'association. Donc, il y a aussi, certaines personnes ont dit que c'était un prétexte, etc., mais que, fondamentalement, c'est l'événement déclencheur qui ensuite met des milliers de gens dans la rue à partir du 21 novembre 2013. Et parmi ces gens, on retrouve une coalition, une coagulation d'extrême droite atlantiste, européiste, et d'extrême gauche atlantiste et européiste. Et de l'autre côté, parmi les anti-Maïdan, en Ukraine ou en Europe ou dans le monde, on retrouve également des gens venant de droite ou d'extrême droite et des gens venant de gauche et d'extrême gauche. Donc là, on se retrouve finalement avec une situation relativement inédite, mais qui est à mon avis révélatrice du clivage fondateur entre fondamentalement une ligne atlantiste qui est partagée de l'extrême droite à l'extrême gauche et une ligne non atlantiste qu'on pourrait qualifier d'eurasiste, un peu par défaut, et plutôt pro-russe. Là aussi, c'est pas forcément par amour de la Russie, mais disons c'est par une certaine confiance accordée aux élites dirigeantes russes. Donc je vais utiliser le terme d'eurasisme pour désigner cette tendance géopolitique et politique qui est plus continentale et qui finalement se caractérise par une véritable méfiance vis-à-vis de toute la politique et de toute la géopolitique atlantiste de Washington à Bruxelles notamment. Une nouvelle configuration, mais à mon avis qui n'est pas si nouvelle que ça, mais on pourrait dire que l'épine dorsale, la structure fondatrice de la géopolitique et de la politique contemporaine apparaît à l'œil nu à Kiev en ce mois de décembre 2013. Donc cette structure, c'est-à-dire a une forme effectivement comme ça en fait où on se retrouve avec d'une part une coalition atlantiste et une coalition eurasiste qui va être traitée de manière extrêmement sélective par les médias occidentaux qui vont faire de gros efforts pour estomper la perception du côté atlantiste d'extrême droite. Parce qu'il s'agit de soutenir le côté atlantiste d'extrême gauche, qui est compatible avec les médias
quelle est la ligne immigrationniste ou LGBT de la pensée unique occidentale aujourd'hui. Mais effectivement, bon, pas de chance, il y avait dans la rue aussi des individus et des organisations donc d'inspiration néo-nazie et qui se retrouvaient alliés sur le terrain avec les LGBT et les immigrationnistes, et les cosmopolites. Donc là, on voit effectivement les médias qui commencent à paniquer des fois que le public commencerait à comprendre la nature réelle des alliances. Puisqu'il faut maintenir le public dans l'ignorance du réel le plus longtemps possible, à savoir, il faut maintenir le public dans l'idée qu'il y a une droite et une gauche qui s'opposent, et que tout est là. Ce qui permet de diaboliser l'extrême droite et de, on pourrait dire, angéliser l'extrême gauche. Or, là, on voit que le grand partage politique et intellectuel ne se fait pas du tout dans ces termes. Et donc, bon, pour qualifier effectivement ces quatre polarités, donc il y a donc une ligne de fracture atlantiste-raciste. À l'intérieur de chacun de ces deux blocs, on retrouve donc une extrême gauche sponsorisée par Soros et ses réseaux, une extrême droite largement soutenue par la CIA, c'est-à-dire en fait un avatar en quelque sorte des réseaux gladiaux, des vieux réseaux atlantistes d'extrême droite, issus du nazisme et du fascisme, et qui existaient encore, qui ont été conservés en état de marche par la CIA. J'apporte les preuves dans le livre. Il y a effectivement donc un certain nombre de documents qui ont été déclassifiés par la CIA elle-même d'ailleurs sur son site, au titre du Freedom of Information Act, FOIA. Et à intervalles réguliers, la CIA déclassifie des documents qu'elle estime désormais inoffensifs. Et on peut, si on veut, trouver tous les programmes d'encadrement, de soutien à des réseaux d'extrême droite en Europe et en particulier en Ukraine. Donc on se retrouve avec un côté effectivement atlantiste, européiste et surtout axé sur la société ouverte. Ça c'est le grand un peu le mantra, quoi. Enfin, la société ouverte, donc d'après le nom de la fondation de George Soros, Open Society, lui-même repris de Karl Popper, l'épistémologue, le fameux épistémologue du XXe siècle, qui a été le maître à l'université de George Soros, d'ailleurs. Là, on peut reconstituer une filiation. Karl Popper est un des grands théoriciens de l'ingénierie sociale au XXe siècle. Et il a donc, en quelque sorte, fertilisé la pensée de l'un de ses disciples, nommé George Soros, en réalité Georgi Schwartz, de son vrai nom, et qui, en mémoire de son maître, a nommé son réseau de fondation Open Society, c'est-à-dire Société ouverte. Ça pour la partie cosmopolite et LGBT, sachant que la partie dite ultranationaliste, d'extrême droite, soutenue, elle, par la CIA et l'OTAN, en réalité soutient aussi ce principe de société ouverte, sans le dire, évidemment. Puisque, bon, c'est là, du point de vue, on pourrait dire un peu de l'ADN des idéologies, c'est parfaitement contradictoire. Les mouvements de droite ultranationalistes en Ukraine, officiellement, sont pour le respect des traditions, donc le contrôle des frontières, le nationalisme ethnique, et tout ce qui va avec. Ça peut paraître séduisant pour beaucoup de gens, y compris en France. Le problème, c'est que tout est faux. Tout est faux, puisque si ces organisations d'extrême droite se sont engagées dans l'Euromaïdan, comme son nom l'indique, c'est pour la dimension européiste. Et d'autant plus que ces organisations comme Svoboda, par exemple, le parti politique Svoboda, comme l'organisation Pravi Sector ou d'autres organisations, donc se sont engagées dans une opération de renversement de régime sur la base du refus du président Yanukovych d'aller plus loin dans l'intégration européenne. Quand en 2014 l'Ukraine a signé l'accord d'association avec l'Union européenne,
ces mêmes organisations ultranationalistes n'ont pas bougé le petit doigt. Ce qui signifie qu'elles étaient parfaitement consentantes et qu'elles ont obtenu ce qu'elles voulaient, fondamentalement. Donc on a affaire à quelque chose qui, donc en ingénierie sociale, s'appelle du hameçonnage. Hein, vous dites quelque chose pour faire passer autre chose, et bien souvent le contraire. Donc ces organisations, donc en réalité convergent. Donc ces organisations d'ultra-droite nationalistes, ethnicistes et proches, au moins dans les signes extérieurs exhibés du nazisme, convergent fondamentalement sur la notion de société ouverte, sans jamais le dire et en prétendant le contraire. Et se retrouvent finalement subordonnés au projet de société ouverte qui est assumé explicitement par la tendance Soros des pro-Maïdan. Donc, pour résumer, les pro-Maïdan d'ultra-droite nationaliste ethnique ont convergé avec l'ultra-gauche cosmopolite LGBT et se sont aujourd'hui subordonnés à ce projet cosmopolite LGBT qui est et donc qu'on peut résumer par le terme de société ouverte et qui aujourd'hui donc s'est emparé de l'Ukraine. Je parlais de l'accord d'association signé en 2014. Je pourrais parler de l'actualité, c'est-à-dire la levée des visas, le régime sans visa pour les Ukrainiens, qui pourront, à partir du 11 juin, donc dans quelques jours, circuler dans toute la zone Schengen. Cela s'est fait au prix d'un marché, donnant-donnant. À partir de 2014, donc l'Union européenne a négocié avec le gouvernement putschiste, donc pro-UE, pro-OTAN, c'est justement ce régime sans visa des Ukrainiens. Sur la base donc de réformes introduites au Parlement dans le droit du travail, concernant l'interdiction de discriminer sur la base du genre, sur la base de l'orientation sexuelle. Quand on regarde la totalité du texte, on voit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, il y a donc des programmes ordonnés par l'ONU notamment, qui sont en train d'être transposés dans le droit ukrainien depuis 2014 et qui alignent la législation ukrainienne sur les législations occidentales, sur la question des droits des minorités, en particulier ethniques, et de genre. Donc on se retrouve avec des néo-nazis qui défendent la pureté raciale et qui défendent la race blanche en Ukraine et qui travaillent en réalité, qui ont travaillé à réaliser un putsch au service d'un programme mondialiste aujourd'hui qui fait la promotion donc du multiculti et de la société Benetton et du LGBT. Dans tout ce que je dis là, il ne s'agit pas de porter des jugements. Après tout, les Ukrainiens font ce qu'ils veulent chez eux. Il s'agit simplement en fait, de décrypter l'escroquerie intellectuelle je dirais, assez impressionnante qui a été mise en place pour présenter donc, les événements comme, c'est-à-dire l'Euromaïdan, comme une opération, comme une révolution spontanée et qui viendrait du peuple et qui serait une demande des Ukrainiens pour intégrer l'Union européenne et qui en réalité serait parvenu à renverser le régime avec des pancartes et quelques des pierres récupérées, des pavés quoi, déterrés sur le trottoir. En réalité, il y a tout un arrière-fond, un environnement qui a favorisé ce putsch, ce coup d'État, et qui donc correspond à ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire une espèce de chose bizarroïde, une cohabitation, une collaboration, une coopération, une coagulation de forces qui vont dans le sens de la société ouverte, mais en prenant parfois les chemins détournés de ce qu'on pourrait appeler du néonazisme, et en exhibant effectivement un certain nombre de signes qui font référence directement au Troisième Reich, notamment le blason du mouvement Azov, qui est repris directement, prélevé, copié-collé
de la division Das Reich de l'armée allemande, quoi, qui avait fait comment dire, le massacre d'Oradour-sur-Glane, par exemple. Voilà. Et bizarrement, alors c'est là où ça devient fascinant, hein, c'est que finalement, est-ce qu'on en parle, hein, dans les médias occidentaux qui sont quand même très prompts à dénoncer le retour de la bête immonde? Non, on n'en parle pas. Et donc ce qui m'a fasciné, ou vraiment, on en a parlé un tout petit peu dans certains médias, et de manière assez discrète, hein, pendant les événements, pendant l'hiver 2013-2014, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est totalement effacé, que c'est totalement dissimulé. C'est vraiment ça, moi, qui me pose problème, en fait. C'est pas qu'il y ait des néo-nazis au pouvoir en Ukraine, quelque part, des néo-nazis qui en plus travaillent pour le cosmopolitisme et le multiculti. Bon, enfin, ça, voilà, c'est on pourrait dire que c'est un peu je dirais, c'est l'époque qui veut ça, hein, on est dans le grand n'importe quoi. Voilà, donc des gens travaillent, finalement, font des coups d'État, prennent des risques physiques pour soutenir des régimes politiques qui finalement vont exactement à l'opposé de leurs valeurs. Mais bon, ça, on comprend comment c'est possible dès lors qu'on commence à s'intéresser à toutes les techniques de conditionnement comportemental appliquées justement par la CIA, par exemple, pour fabriquer des paramilitaires, hein, que ce soit en Syrie, donc des paramilitaires djihadistes, que ce soit en Ukraine, avec des paramilitaires néo-nazis. Donc, mais le plus scandaleux là-dedans, donc c'est pas l'existence, hein, de tout ça, c'est le parti pris des médias occidentaux, parti pris en quelque sorte qui repose sur ce phénomène d'indignation sélective et qui consiste à accabler de tous les noms, je sais pas, le Front National par exemple, mais effectivement à se montrer extrêmement tolérant vis-à-vis d'une extrême droite réelle, là pour le coup, hein, et infiniment plus dure, hein, sur le plan des valeurs affichées, et qui, elle, a parfaitement le droit, hein, de faire ce qu'elle veut en Ukraine, y compris de bombarder une partie du territoire. Qu'on m'explique comment c'est possible. En fait, bon, l'explication, je la connais. Il se trouve qu'en fait, le parti pris se fait sur la base, non pas d'un clivage droite-gauche, mais d'un clivage pro-russe ou anti-russe. Vous avez le droit d'être néo-nazi si vous êtes anti-russe. En revanche, si vous êtes russophile ou eurosceptique, et je précise, vous avez le droit d'être néo-nazi si vous êtes europhile, atlantiste et anti-russe. En revanche, si vous êtes simplement souverainiste ou nationaliste, et donc eurosceptique pour de vrai, et pourquoi pas russophile, alors là, vous êtes la dernière des ordures. Et en fait, le clivage, il se situe là. En gros, il se situe sur donc, cette ligne de fracture géopolitique, atlantisme versus eurasisme, pour aller vite. Bon, je reprends les catégories en vigueur en géopolitique. Donc, bon, pour moi, le vrai scandale, il est là. C'est cette manière un poids, deux mesures, quoi. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez être effectivement tous anti-russes et vous êtes prêts à attaquer la Russie. Et en ce sens, effectivement, les pro-Maïdan, finalement, se retrouvent sur cette ligne-là. Qu'ils soient d'ultra-gauche, cosmopolite, LGBT, hein, comme Soros ou Bernard-Henri Lévy, ou qu'ils soient des nationalistes ethniques, entre guillemets, finalement, ils ne le sont pas tant que ça, puisqu'au final, ils se mettent au service d'un antinationalisme cosmopolite et non ethniciste, finalement. Mais bon, voilà, tout ce petit monde se retrouve sur une ligne de toute façon anti-russe. Ça correspond à un projet. Alors, j'ai essayé de trouver un peu l'origine de tout ça. Donc, je suis remonté à ce que les géopolitologues appellent le grand jeu, hein, donc c'est-à-dire effectivement une ligne de front entre le capitalisme anglo-saxon représenté par Londres au XIXe siècle et l'Empire russe, entre l'Empire britannique et l'Empire russe. Il semble qu'en fait ce soit vraiment ce clivage-là, hein, avec quelques variantes, hein, évidemment, c'est-à-dire que de Londres on est passé à la côte est des États-Unis, mais il semble que ce soit vraiment ce clivage-là qui structure toute la géopolitique et toute la politique
depuis le XIXe siècle. Une traduction de ce clivage, de cette ligne de front, c'est le programme Prométhéisme Intermarium, qui a été élaboré par la franc-maçonnerie polonaise au début du XXe siècle, et notamment donc un certain Joseph Pilsudski, qui a fini homme d'État, il a eu une longue carrière, maréchal, etc., puis chef d'État. Ensuite, bon, il a refilé le programme à son successeur direct, un autre maréchal nommé Edward Ridge-Smigui, et donc qui lui était de la loge Charotka, si je me souviens bien. Enfin bref, bon, en tout cas, et puis qui a été donc magnifié à l'époque récente par quelqu'un qui est mort il y a quelques jours, qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, et qui était donc un des grands tenants, un des grands partisans aussi de la décomposition de la Russie en plusieurs parties. Sachant que le programme Prométhéisme Intermarium repose donc sur deux axes: la décomposition de la Russie en petits morceaux, c'est-à-dire en fait en fragments qui, eux, pris chacun séparément et impuissants, politiquement et géopolitiquement, et qui donc ne frappent pas d'ombre à l'empire, au capitalisme anglo-saxon, pour aller vite. Et le deuxième axe, donc, qui s'appelle l'intermarium, et qui consiste à former une continuité politique, fonctionnelle, entre les États qui sont situés de la mer Baltique à la mer Noire. En fait, donc ça a été formulé par Pilsudski. À l'époque récente, ça a été repris essentiellement par George Kennan sous le terme de containment. Il s'agit en fait de dresser une espèce de glacis protecteur, une espèce de muraille infranchissable de pays unifiés et prêts à attaquer la Russie là, directement sur ses frontières. Donc des États baltes à l'Ukraine en passant par la Pologne, et éventuellement encore d'autres pays à l'est et à l'ouest. Le tout constituant donc un front militaire, puisqu'il s'agit de toute façon d'unifier cela, d'unifier cette continuité aussi du point de vue militaire, ce que l'OTAN s'occupe à faire en ce moment des États baltes à l'Ukraine. Donc l'OTAN qui bizarrement oui et non, mais qui dévoile son vrai visage récemment. Bon, vous avez vu au dernier sommet de l'OTAN, donc avec la première présence, c'est la première fois que Trump était présent. On a vu sur la photo des dames, des présidents des pays de l'OTAN, on a vu un homme. C'est-à-dire que en fait, l'OTAN, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que finalement, c'est pas simplement une alliance militaire. Il y a aussi, c'est un club LGBT, fondamentalement. Le secrétaire général de l'OTAN a fait des déclarations très claires là-dessus. Il y a tout un programme aussi pour non seulement féminiser les effectifs militaires des pays de l'OTAN, mais aussi les transsexualiser. C'est peu connu, mais c'est réel. Je vous invite, alors, je rassemble toutes les preuves dans le livre, dans mon bouquin là, mais vous pouvez les trouver sur Facebook, pas sur Facebook, sur Google, sur Facebook éventuellement. Vous tapez LGBT, NATO ou OTAN et vous aurez tout. Ça touche aussi la CIA, la CIA qui l'an dernier, en décembre, faisait des communiqués pro-LGBT, où il chantait les louanges des droits des minorités sexuelles, etc. On se retrouve donc dans une situation donc de continuité idéologique là, entre effectivement donc, ces réseaux Soros et ces réseaux typiquement anglo-saxons qui, naguère, effectivement, ont récupéré toute l'extrême droite issue de la Deuxième Guerre mondiale pour l'utiliser contre la Russie. Donc aujourd'hui, tout cela converge sur une alliance qu'on pourrait qualifier de mondialiste, et qui va donc de l'extrême droite à l'extrême gauche, et qui met en place cet intermarium, c'est-à-dire en fait cette ceinture d'États unifiés sur le plan militaire, pour commencer à s'emparer de tout le continent eurasiatique, puisque au-delà de la Russie,
hein. Quand on cherche à dominer le monde, il va falloir à un moment ou un autre prendre la Russie, passer par l'Iran aussi, par la Syrie, par la Chine et la Corée du Nord. Et donc là, on a le programme pour les futures années. Donc, manifestement, ce dont l'Euromaïdan est le nom, fondamentalement, c'est de ce programme géopolitique de conquête du monde qui utilise à peu près tout ce qu'il a sous la main. Alors ça peut être effectivement les vieux réseaux gladiaux issus de l'extrême droite de la Deuxième Guerre mondiale. Ça peut être aussi les réseaux gauchistes tels qu'ils ont été inventés ces dernières années, hein, sous le terme d'Antifa par exemple, ou ça peut être des jeunes gens d'origine musulmane, de confession musulmane radicalisés, et qui seront utilisés et envoyés comme de la chair à canon pour attaquer la Syrie et commencer à effectivement ensuite monter sur l'Iran, passer sur l'Iran à l'est et éventuellement remonter sur la Russie après en passant par le pourtour de la mer Noire et la Tchétchénie. Dans la mesure où, effectivement, tous les réseaux bandéristes dits néo-nazis en Ukraine ont des liens avec les islamistes tchétchènes depuis les années 90. Là aussi, bon, je rapporte tout ça, toutes les preuves dans le bouquin. Maintenant, bon, donc là, je décris une partie du système, c'est-à-dire cette alliance atlantiste, pour le coup, et mondialiste. Bon, le mondialisme étant le vrai nom, finalement, peut-être de cette idéologie qui intègre aussi des éléments issus du monde juif. Alors, on a vu Bernard-Henri Lévy très actif à Kiev. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi donc un oligarque ukrainien du nom de Igor Kolomoïski, qui est le sponsor d'une multitude d'organisations juives et sionistes, mais aussi de bataillons néo-nazis en Ukraine. Et bon, là je donne deux noms. Alors Soros, bon évidemment, ça en fait trois. Bon, et puis toute la banque Rothschild qui est derrière. Le célèbre Mikhail Khodorkovsky, l'ennemi juré de Poutine, dit-on. Voilà, donc on se retrouve avec comme ça, une espèce de vaste conglomérat qui brasse à peu près tout et n'importe quoi dans un véritable méli-mélo, mais qui, malgré tout, se retrouve à la fin sur une ligne anti-russe, cosmopolite, LGBT. Et qui fait face à une autre alliance, qui, elle, donc, se retrouve sur une ligne réellement traditionnaliste, et plutôt de type eurasiste, et qui va intégrer aussi un méli-mélo d'extrême droite et d'extrême gauche. On a vu par exemple pendant l'hiver 2013-2014 quelques prises d'opposition du Parti communiste français par exemple contre justement les événements de l'Euromaïdan, certainement par fidélité un peu pavlovienne à Moscou. Bon, ils voyaient d'un mauvais œil cette espèce de résurgence des vieux réseaux gladiaux qui était un peu leur ennemi personnel pendant la guerre froide. Et donc, voilà, bon, il y a eu quelques paléo-communistes, comme on dit, qui se sont positionnés contre l'Euromaïdan. Et on a vu aussi une droite nationale, française et européenne, se positionner également contre l'Euromaïdan, car elle avait détecté, effectivement, l'escroquerie. Donc il y a eu quelques volontaires français qui sont partis pour aider le Donbass, par exemple. Bon, il y a eu tout, comme ça, on a vu un grand clivage se faire au sein des droites nationales, entre ceux qui ont pris pour argent comptant les événements, qui ont cru ce que disaient certains médias anti-russes, par exemple, concernant la présence des ligues effectivement bandéristes, et puis donc associé à cela, toujours dans cet axe anti-Maïdan, donc on a vu se constituer comme ça effectivement aussi une coagulation de forces issues de l'extrême gauche un peu communiste à l'ancienne et d'une extrême droite identitaire aussi, voire éventuellement ethniciste, mais
qui a vu très rapidement que cette révolution colorée, que cette nouvelle révolution colorée, dérivant en guerre civile, en réalité était une escroquerie intellectuelle auprès des nationalistes. Et que les nationalistes ukrainiens se faisaient simplement manipuler par des oligarques de diverses confessions et par des réseaux transnationaux, supranationaux, cosmopolites et LGBT. Donc on se retrouve comme ça avec une nouvelle configuration dont finalement l'Ukraine fournit une espèce de matrice, avec une espèce de chiasme en quelque sorte, une structure un peu en forme de nœud de papillon, avec deux extrêmes droites, deux extrêmes gauches, de part et d'autre d'un clivage atlantisme-eurasisme. Voilà, telle est la nouvelle donne aujourd'hui. Ce qui explique effectivement que les médias occidentaux qui sont atlantistes, qui sont du côté atlantiste, fassent preuve d'une telle tolérance, voire même d'une telle bienveillance vis-à-vis de cette extrême droite ukrainienne, et qui essaye d'essaimer en Europe, et qui va se positionner contre les droites nationales, plutôt russophiles et eurosceptiques, sur un projet pan-européen. Alors qui dit la pan-Europe, qui dit pan-Europe, évidemment évoque un certain Richard de Koudnov-Kalergi, sachant que le terme de pan-Europe est aujourd'hui repris aussi par les ultranationalistes ukrainiens, et qui utilisent ce terme maintenant en essayant de se distinguer du programme de Koudnov-Kalergi. Bon, là j'accélère un petit peu, mais en fait, si vous voulez, les éléments de langage qui sont diffusés aujourd'hui en politique, que ce soit en Ukraine ou en Europe, évidemment, ne viennent pas de nulle part. Là, ce qu'on observe, en fait, c'est un travail pour commencer à homogénéiser tous les pro-Maïdan sur des éléments de langage uniques, qu'ils viennent de l'ultra-gauche cosmopolite LGBT ou de l'ultra-droite nationaliste ethnique. Pour ce faire, il faut qu'ils utilisent les mêmes mots. Et donc, en l'occurrence, l'idée de pan-européisme, qui va fédérer sur les mêmes éléments de langage, et afin de commencer à constituer en quelque sorte des forces vives qui permettront, qui ensuite pourront passer à l'attaque contre les vraies droites nationales. Je fais une petite pause qui m'est demandée. Donc, dans ces deux grands systèmes là, qui se font face, cette coagulation atlantiste en face de cette coagulation eurasiste, donc on voit quand même que les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les uns sont révolutionnaires et les autres sont plutôt conservateurs. Les révolutionnaires sont du côté des atlantistes, les conservateurs sont du côté des eurasistes. Les révolutionnaires sont mis à contribution pour renverser des régimes, en l'occurrence en Ukraine. Et alors on a vu en Ukraine notamment deux révolutions colorées à 10 ans d'intervalle. Comme quoi c'est vraiment effectivement un laboratoire pour tout ce qui est ingénierie sociale, technologie politique et technique de changement de régime. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition des rôles et la répartition des tâches entre les pro-Maïdan d'extrême gauche et les pro-Maïdan d'extrême droite. Les pro-Maïdan d'extrême gauche étaient dans la rue pour faire des belles images et donc donner l'impression, alors ils étaient dans la rue en masse, mais ils défilaient avec des pancartes, etc. Le soir, quand on faisait un grand rassemblement, ils devaient sortir tous leur téléphone portable. Vu de haut, ça faisait une espèce de nuit étoilée, mais au niveau du sol, avec les bâtiments bien éclairés de chaque côté, ça fait des images somptueuses. Et donc ils sont là, non pas pour attaquer la police, ils sont là pour donner le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de monde et pour faire un effet de masse et d'océan humain. Donc ça c'est tout le côté européiste et pro-occidental.
Et donc, donc dans cette répartition des tâches, en revanche, effectivement, les casseurs ont, eux, été recrutés plutôt donc dans les milieux d'extrême droite ou dans les milieux de hooligans, hein, les milieux de supporters de foot ultra, et qui, eux, avaient pour tâche de défoncer les portes des bâtiments officiels et d'attaquer la police. Et donc, de cette façon, en quelque sorte, bon, avec cette répartition des tâches, il y avait moins de risques qu'ils se marchent sur les pieds les uns des autres, hein. C'est-à-dire qu'on peut attaquer un bâtiment de plusieurs côtés à la fois. C'est ce qui s'est passé. Donc, en mettant des gens dans la rue d'une part, pour en quelque sorte occuper et en fait fixer, hein, enfin, c'est-à-dire pétrifier un peu tout le système de sécurité ukrainien, qui en fait devait gérer des foules d'un côté, qui se retrouvaient incapables par ailleurs de protéger les bâtiments officiels qui étaient dans la rue d'à côté ou à quelques dizaines de mètres, et qui eux donc étaient effectivement attaqués à la voiture bélier éventuellement ou avec des armes à feu par tout le côté plutôt d'extrême droite. Tout ça a été parfaitement géré par notamment Andriy Paroubi, qui aujourd'hui est le président du Parlement, de la Rada, la Verkhovna Rada, et qui lui a un long passé donc dans les milieux nationalistes, qui a eu des liens aussi avec le Front National, et qui aujourd'hui donc est reçu en grande pompe au Canada notamment, hein, comme une personnalité de première envergure, sur la base d'une histoire, d'un passé politique qui s'en le souffre, surtout au Canada aujourd'hui, hein, le Canada qui est ultra multiculti et pro-LGBT. Ça pose aucun problème aux Canadiens, ni au pouvoir politique officiel canadien, bizarrement, alors même que Marine Le Pen, elle, se fait cracher dessus et recevoir à l'aéroport avec des cailloux par les antifas. Encore une fois, on observe donc cette indignation très sélective, hein, selon que si vous êtes d'ultra-droite mais atlantiste, il n'y a aucun problème, hein, vous serez reçu au Canada avec tous les honneurs. Si vous êtes simplement nationaliste mais anti-atlantiste ou eurosceptique, enfin bref, voilà, bah là, bon, voilà, là vous avez droit effectivement à un comité d'accueil qui vous lance des pierres. Donc là, bon, on voit bien aujourd'hui que bon, finalement, les idées ne comptent plus, hein. Là, ce qui compte, hein, c'est d'utiliser les gens qui ont des idées pour les faire se battre. C'est aujourd'hui, puisque de fait, hein, bon, en gros, un jour l'extrême droite c'est le diable, le lendemain il n'y a plus aucun problème. En fonction du rôle, hein, que vous allez donner à cette extrême droite. C'est-à-dire que, idem pour l'extrême gauche, en fait, en réalité tout ça n'a plus aucune importance. De la même façon, bon, les musulmans sont dangereux un jour, le lendemain ils sont super, enfin tout ça est parfaitement, comment dire, instrumentalisé, et il n'y a plus aucune substance des idées ni des identités. Donc les idées et les identités sont utilisées en fait comme des déclencheurs comportementaux, et ce qui permet de passer au-delà du débat droite-gauche ou alors pro-islam, islamophobe, islamophile, tout ça on s'en fout. De toute façon, le pouvoir, lui, décide de la valeur des identités et des idées. C'est le pouvoir qui décide de ça. Quand je dis le pouvoir, c'est l'État profond, c'est les services secrets qui provoquent, hein, quand ils en ont besoin, un coup d'État, en utilisant tout ce qui traîne sur place. Ça peut être donc des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, des musulmans, n'importe quoi, des juifs, des chrétiens, tout ce qui passe est bon du moment que ces gens ont envie de se battre pour vous et de provoquer un coup d'État ou de défiler, hein, plusieurs fois par semaine avec des pancartes, à bas le président, à bas... Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc il n'y a plus vraiment, aujourd'hui, bon, alors peut-être dans les temps reculés, hein, les idées avaient une substance, hein, les engagements, les valeurs avaient une substance. Aujourd'hui, il y a tout un tas, alors bon, je rapporte ça dans le livre, hein, aussi, tout un travail réalisé aux États-Unis dans comment dire ça, dans le champ des sciences du comportement, pour, en quelque sorte, c'est réaliser des invasions coloniales, hein, tranquilles. En parvenant en quelque sorte à tenir le discours qui va provoquer le moindre remous, hein, et le moins de réaction dans la population qu'on est en train d'envahir.
Donc bon, et ça, effectivement, la CIA, le Mossad, les grands services secrets, et même le KGB, du temps du KGB, étaient passés maîtres dans cet exercice qui consiste à fabriquer le consentement à l'invasion. Ça marche pas toujours non plus, hein, évidemment. Hein. Enfin, je veux dire, il y a parfois effectivement des rébellions locales. Mais quand on voit ce que la CIA a réussi à faire en Ukraine, on voit bien que ça marche quand même, puisque la CIA fait travailler à son service des gens qui, logiquement, devraient lui botter le cul. Hein, donc je parle toujours de ces mouvements nationalistes, ultranationalistes, nationalistes ethniques, qui, donc, normalement, devraient, en toute logique, s'ils étaient vraiment identitaires, ils devraient se sentir évidemment plus proches des Russes que des Américains. Je veux dire, de choses l'une. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Soit, enfin, si on est fondamentalement identitaire, forcément, moi, je me sens plus proche des Belges, enfin, ou des Suisses francophones, que des Américains aussi. Je veux dire, pour une raison évidente, c'est qu'il y a une proximité géographique, culturelle, linguistique supérieure. Or là, on a affaire à des nationalistes ethniques qui se sentent plus proches d'une civilisation assez lointaine dont ils ne parlent pas la langue et qui est située de l'autre côté non seulement d'un continent mais aussi d'un océan et qui vont en quelque sorte se diriger, se sentir des affinités avec cette espèce de monde occidental sous contrôle anglo-saxon vont se monter la tête contre la Russie qui certes effectivement a eu des emportements expansionnistes, mais bon, de taille infiniment plus modérée que celle du monde anglo-saxon. Je veux dire, ça n'a jamais débordé de quelques centaines de kilomètres à l'est, à l'ouest, au sud, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions en termes d'expansion coloniale. Et de toute façon, s'agit-il véritablement d'une colonisation quand vous avez des administrateurs dans un pays qui partagent votre culture sur le fond. Je suis allé, je suis jamais en Russie. Je suis allé en Ukraine, je suis allé en Pologne. Il y a un continuum culturel évident de toute façon, au niveau par exemple gastronomique, au niveau linguistique. Je fais du russe, bon, je peux me démerder aussi en ukrainien, etc. Donc en fait, là, on a affaire vraiment pour réussir à retourner des Ukrainiens contre la Russie de cette façon-là, hein, la Russie devenant l'ennemi numéro un, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il faut vraiment un travail sur des dizaines d'années. Et c'est justement le Andriy Paroubi dont je parlais, qui confessait dans un entretien dans le Kyiv Post, hein, qui est un média au-dessus de tout soupçon, hein, pro-Maïdan et anti-russe à 100%, mais qui dit la vérité parfois. Et qui donc aussi a fait un article justement sur l'encadrement des réseaux bandéristes, hein, donc nationalistes ethniques, par la CIA depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Andriy Paroubi qui dans un entretien disait effectivement que il avait été très marqué par son héritage familial, à savoir que toute sa famille était dans les réseaux bandéristes depuis les années 30, effectivement à mi-chemin, hein, entre le Troisième Reich et le MI6, c'est-à-dire les services secrets britanniques qui étaient déjà présents en Ukraine à l'époque. Là aussi j'apporte les preuves. Les choses n'arrivent pas comme ça, spontanément. Hein. Donc là, tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui est tributaire, hein, d'une présence anglo-saxonne et aussi sioniste depuis des dizaines d'années, voire des siècles, concernant le sionisme, puisqu'il y a une forte présence juive en Ukraine. De fait, l'Ukraine est le berceau des Khazars, hein, c'est-à-dire des juifs ashkénazes. Donc l'Ukraine partage son histoire avec la Russie, avec une présence juive originelle, hein, concernant les ashkénazes. Et puis un peu plus récemment, hein, donc depuis les années 30, avec les services spéciaux, hein, les services d'action clandestine anglo-saxons, qui ont très rapidement senti le potentiel, hein, de certaines catégories de population contre leur ennemi héréditaire, hein, depuis le 19e siècle, à savoir la Russie, dans le cadre du grand jeu géopolitique que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, donc là, dans la mesure où de toute façon, effectivement,
le continent eurasiatique est solide et ne peut pas, enfin même je dirais à l'initiative fondamentalement, parce que d'un côté vous avez effectivement le monde de la Terre, hein, le monde de la stabilité, et en face vous avez une géopolitique des mers, hein, une thalassocratie. Qui, elle, effectivement, bon, ce que disent les Britanniques d'ailleurs d'eux-mêmes, hein, en fait, ils ne s'intéressent pas à l'intérieur des terres. La géopolitique britannique, anglo-saxonne, c'est une géopolitique du littoral. Le reste, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler les comptoirs, contrôler les côtes. Bon, évidemment, ça donne un accès, on pourrait dire, c'est une colonisation superficielle qui ne peut jamais aller très loin dans l'arrière-pays et qui en reste toujours finalement enfin, qui est obligé de finalement s'appuyer non pas sur un enracinement, mais sur des techniques de contrôle social pour continuer à maintenir son hégémonie. C'est dans ce sens qu'effectivement les Britanniques sont devenus très fins, enfin très subtils sur toutes ces questions-là dès le 19e siècle, hein, c'est-à-dire comment garder le contrôle, comment en fait à quelques milliers de personnes garder le contrôle de centaines de milliers de personnes en passant par des stratagèmes et notamment l'hégémonie culturelle et l'hégémonie médiatique. Ce qui se passe en Ukraine depuis la fin du communisme est l'expression parfaite, hein, de tout cela, hein, sachant que quand on regarde vraiment quel est le niveau d'enracinement des nationalistes ethniques en Ukraine, c'est quasi équivalent à zéro, hein, puisqu'on peut le mesurer, on peut le quantifier sur la base des élections qui ont lieu. Hein, et où en fait les partis de type Svoboda ou Pravi Sector se sont présentés depuis 2014 et font des résultats minables. Donc bon, on peut pas, enfin là je veux dire personne, enfin, dans la mesure où ils ont l'aval du pouvoir, hein, c'est pas comme si les gens avaient peur. Il n'y a pas à avoir peur à voter pour Svoboda ou Pravi Sector en Ukraine. C'est normal, ça fait partie en quelque sorte, ça fait partie des meubles. Bon, et bien en dépit de cette normalisation des groupes d'ultra-droite en Ukraine, les gens ne votent pas pour ces partis. Donc ils ont voté pour Poroshenko à la suite du putsch, parce que c'est un personnage consensuel et voilà, et je pense, enfin, les Ukrainiens ont dû espérer qu'il permettrait d'apaiser la situation. Pas de bol, il fonctionne comme un oligarque, enfin c'est un oligarque d'ailleurs, et donc avec le même niveau de corruption et le même niveau d'imbécilité, quoi, puisque c'est des gens qui voient les choses à court terme. Et donc la situation ne s'est pas améliorée. Mais voilà, donc on voit bien que les opérations spéciales, les opérations clandestines lancées en Ukraine, finalement, ne rencontrent pas l'assentiment populaire. Donc effectivement, il y avait du monde dans la rue pendant l'hiver 2013-2014. Mais bon, il faut rappeler quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient payés pour manifester, hein, premièrement. Et en plus, de toute façon, effectivement, en termes pour ce qui concerne les techniques de révolution colorée, en 2013-2014, elles étaient encore plus approfondies qu'en 2004, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet, Facebook, etc., étaient encore plus développés il y a 3 ans, et ont permis effectivement au réseau Soros, notamment, hein, de bombarder, hein, de messages Facebook ou Twitter la population encore davantage que 10 ans auparavant, hein, où toutes ces techniques étaient encore un petit peu balbutiantes. Bon, malgré tout, ça marchait quand même déjà, mais là, ça marchait encore plus, 10 ans après. Donc bon, là aussi je rapporte toutes les preuves, hein, donc il y a donc hébergé par le département d'État américain, il y a des initiatives qui sont également partagées par les réseaux Soros, qui s'appellent les Tech Camps. En fait, c'est des ateliers tout simplement d'initiation aux bonnes pratiques pour faire du prosélytisme sur Internet, hein, de l'agit-prop virtuel, hein, voilà, bon, de temps en temps à Varsovie, à Kiev, etc. Donc il y a des ateliers qui s'ouvrent et qui sont sponsorisés, soutenus par le département d'État américain et par les réseaux, enfin les ONG, hein, de Soros, et qui travaillent à former, hein, des bons animateurs de manifs, par exemple. Donc il y a tous les réseaux Pora, Hauteport, Canva,
qui sont passés par là. Enfin, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années, hein, et on peut se demander d'ailleurs en fait si ces techniques n'ont pas été inventées dans les années 60, en particulier pour mai 68 en France, hein, puisque c'était les mêmes. Hein. Il y a vraiment une phénoménologie commune. Hein. C'était déjà une révolution, une révolution en fait, dont le but était de tuer le père, hein, en quelque sorte, hein, et puis avec des jeunes, et puis avec de la musique rock, etc. etc. Et on se retrouve, en Ukraine ou ailleurs, ou dans les pays arabo-musulmans avec les printemps arabes, on se retrouve avec exactement les mêmes éléments, hein, donc éléments de langage, éléments visuels, hein, iconographie similaire, avec des jeunes filles à terre dans un bain de sang, ou ce genre de choses. C'est jamais des vieux, hein, c'est toujours des jeunes, hein, parce que bon, voilà. Puis il faut que la fille soit jolie quand même, qu'elle ait des jolis traits. Il y avait eu le cas en Iran, là, quand ils avaient essayé de lancer une révolution colorée, là, en 2009. Hein. Il y avait eu tout un barnum, enfin tout un déballage autour d'une fille. Enfin, on ne sait même pas si c'était pas une actrice d'ailleurs. Aujourd'hui, on se demande. Enfin bref, c'est toujours les mêmes techniques qui sont appliquées. Et qui sont donc là ça fait des années que c'est comme ça en Syrie, donc là bon quand les armées syriennes et russes ont commencé à libérer Alep, on nous a ressorti les petits enfants massacrés par le régime de Bachar, etc., etc. Donc c'est toujours la même chose. Ça marche de moins en moins finalement. Enfin, ça marche sur les gens qui ont un intérêt carriériste, hein, à ce que ça marche, donc bon, il y en a de moins en moins, mais on tombe quand même encore dessus, puis c'est eux qui sont au pouvoir en Occident, donc c'est pour ça que ça se perpétue. Mais en fait, bon, c'est une coquille vide, il y a plus, enfin la population n'y croit plus globalement. Donc comment se fait-il que ça dure encore en Ukraine? Parce que bon, il y a un mythe qui a été posé, hein, là en 2014, et qu'il y a des gens qui ont intérêt à l'entretenir. Pourquoi? Parce que bon, il est prévu effectivement l'expansion des réseaux ukrainiens est prévue pour l'Europe. Des réseaux d'extrême droite, pour le coup, puisque les réseaux d'extrême gauche pro-Maïdan sont déjà en France. Enfin, je veux dire, c'est eux qui étaient qui ont essayé de récupérer Nuit debout, par exemple, et c'est tous les réseaux Soros, qui sont déjà en France. Maintenant, en fait, il y a un travail aujourd'hui pour que les réseaux, pour fournir une fausse piste aux problèmes liés à l'immigration et à l'islamisation. Il y a une islamisation, il y a une immigration, enfin là on n'a encore rien vu, hein, puisque avec Macron, bon là c'est sûr, là, donc Soros va nous envoyer des paquebots entiers. Logiquement les chiffres, je ne sais plus, sont de 5 millions par an, ou c'est astronomique. Donc ça va devenir invivable. Il ne faut en aucun cas, hein, que les Européens commencent à se tourner vers des solutions pacificatrices, au sens réel du terme, c'est-à-dire des solutions institutionnelles. Hein, c'est-à-dire voter pour les partis qui recommandent de sortir de Schengen, de sortir de l'UE, de contrôler les ONG, etc. etc. Enfin, les partis souverainistes classiques. Voilà. En aucun cas, il faut que les Européens se tournent vers ça, puisque c'est la vraie solution. Donc, qu'est-ce que fait la CIA, hein, en collaboration avec Soros? Ils sont en train de monter donc en fait une fausse solution, hein, une solution stupide, bidon, qui est en fait de diffuser une nouvelle extrême droite, hein, qui fantasme sur la Reconquista et sur la guerre ethnique, la guerre civile, depuis un foyer d'origine situé en Ukraine et possiblement en Europe de l'Est, avec le projet Intermarium, hein, relancé, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui fait partie aussi du programme du régiment Azov, enfin du mouvement Azov en Ukraine, qui s'inspire qui récupère à son compte l'Intermarium, le projet Intermarium, évidemment sans préciser la deuxième partie du programme, parce que là, le côté offensif apparaîtrait, parce que l'Intermarium peut apparaître comme quelque chose de défensif. Ça, aujourd'hui, c'est légitime. Enfin, je veux dire, les gens qui se défendent, en quelque sorte, bon, on ne va pas leur chercher, en quelque sorte, des noises. Ils se défendent. Et l'Intermarium a un caractère simplement défensif. Le problème, c'est que l'Intermarium fonctionne de concert avec le prométhéisme qui est la décomposition de la Russie en petits morceaux. Et ça, évidemment, ils ne le disent pas, parce que là, tout de suite, on voit qu'ils ont une idée derrière la tête, qu'ils ne se contentent pas de se défendre. Donc, que fait aujourd'hui le mouvement Azov? Il travaille sur la réalisation de l'Intermarium, évidemment en tenant dans l'ombre, en retenant dans l'ombre la dimension du prométhéisme,
et il travaille donc notamment à diffuser un mouvement de reconquista qui est une solution parfaitement stérile, hein, puisque cette reconquista par les armes n'aura pas lieu. Je veux dire, c'est de toute façon voué à l'échec. Nous avons affaire là effectivement à une situation où les gens, les gens vont être pris en tenaille, hein, européens ou vivant en Europe, et pour en quelque sorte avec une pression d'un côté, une pression de l'autre, hein, et pour que en fait rien de constructif ne sorte de ça. Il faut à tout prix effectivement décrédibiliser les solutions institutionnelles. Les solutions institutionnelles, donc, c'est-à-dire tout simplement les bulletins dans les urnes, qui sont les seules solutions viables, à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui dans cette nouvelle configuration qui est assez inquiétante, hein, et qui donc peut effectivement, le but évidemment de cette prise en tenaille entre des droites nationales stériles et une immigration de toute façon invivable, c'est de mettre le continent à feu et à sang, hein, évidemment. Donc en fait, la reconquista, s'il y a reconquista, elle doit être institutionnelle, et donc ensuite effectivement il peut y avoir remigration, mais remigration négociée avec les pays d'origine. On n'en est pas là, c'est pas ça. Ce dont les droites, ce dont les ultranationalistes ukrainiens parlent, c'est pas de ça. Ils parlent pas de ça. Concrètement, c'est quoi? C'est un truc d'adolescent, hein, qui vise à faire fantasmer sur des solutions de type spontanéisme armé, sachant que le spontanéisme armé, hein, a toujours été utilisé par les services d'action clandestine, fondamentalement, hein. C'est tous les réseaux Gladio, tous les réseaux de terrorisme de droite ou de gauche, hein, qui faisaient l'apologie du spontanéisme armé, c'est-à-dire la révolution par les armes, on descend dans la rue, on tire sur les gens, ce que font les djihadistes entre guillemets aujourd'hui, mais qui sert à rien du tout, puisque de toute façon ça ne fait pas avancer leur cause, et ça, concrètement ça ne fait qu'une chose, c'est augmenter la surveillance des populations, qui elles ne font rien, qui se contentent de subir. Donc toutes les solutions à caractère comme ça de spontanéisme armé, hein, d'où qu'elles viennent, d'extrême gauche, d'extrême droite ou religieuses, sont de toute façon des outils, hein, appliqués utiliser des outils en fait des États profonds, des services d'action clandestine pour augmenter la surveillance des populations par exemple, ou tout simplement pour éradiquer, hein, des pans entiers de la population de tel ou tel pays ou de tel ou tel continent, en créant en fait une situation de chaos contrôlé perpétuel. Chaos contrôlé parce que la situation restera de toute façon sous contrôle, ne dérivera jamais, il ne sera jamais, en fait, il n'y aura jamais de victoire, ni d'un côté ni de l'autre. Le but c'est de maintenir une pression permanente sur la population, de sorte que au bout d'un moment, elle ne fasse plus d'enfants parce qu'il y a trop de stress, et voire même que les gens se suicident. C'est ce qu'on vit en France, hein, je veux dire, il n'y a pas qu'en France. On est dans une situation de stress permanent qui ne fait qu'augmenter, hein. Encore un attentat hier ou avant-hier à Londres. Bon, forcément, avec les médias, ça vient chez nous, hein, ça crée des espèces de rappels inconscients, subliminaux par rapport aux attentats qu'on a eus en 2015, en 2016. Tout ça fait partie, en quelque sorte, créer une espèce de vaste noosphère, hein, comme on dit, c'est-à-dire en fait une ambiance à l'échelle continentale, qui en quelque sorte nous met dans une ambiance de guerre hybride, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire en fait de guerre permanente où il n'y a plus de différence entre la guerre et la paix finalement, et où en fait il n'y a plus d'opération conventionnelle qui s'opposerait à du terrorisme. On est dans les opérations conventionnelles et le terrorisme en même temps, et comme ça une interpénétration de toutes les catégories, où il n'y a plus rien qui s'oppose à rien, c'est-à-dire qu'on est dans l'espèce de vaste blob, gloubi-boulga protéiforme de la postmodernité, où en fait donc les civils sont militarisés, les flux migratoires sont militarisés, hein, utilisés donc comme des armées, et à des fins de conquête territoriale, et donc avec une anticipation sur les réponses. Hein, on va nous fournir des réponses de type spontanéisme armé qui de toute façon ne feront qu'envenimer la situation pour que on commence en fait à déserter le champ des institutions.
De sorte que le champ des institutions reste, lui, sous contrôle du pouvoir réel, qui, lui, bon, effectivement, est dans les banques, etc., voyez du côté des sponsors d'Emmanuel Macron, et qui, eux, effectivement, eux ne sont jamais touchés, ne sont jamais impactés par la guerre hybride qui nous est menée depuis Washington, Bruxelles, Tel Aviv, etc., quoi. Et j'attends vos questions. J'ai un certain nombre de questions, je ne pense pas être le seul. Alors, première question à propos, je vous en ai déjà parlé, à propos de Soros et de l'Open Society. Je ne suis pas sûr du tout que l'Open Society de Soros ait le même sens que chez Popper. J'admets qu'il y ait peut-être de l'ingénierie sociale chez Popper, mais autant que je m'en souvienne, l'Open Society chez Popper, c'est la lutte contre le totalitarisme, c'est-à-dire en gros contre le marxisme et la psychanalyse. La psychanalyse étant totalitaire dans l'optique de Popper, du fait qu'elle est irréfutable. C'est-à-dire quoi que vous disiez à un psychanalyste, il vous répondra qu'il peut l'expliquer, il peut en tenir compte. Donc, même si effectivement les LGBT ont clairement comme adversaire la psychanalyse et de ce point de vue peuvent clairement se réclamer de Popper, ça me semble un peu simplificateur de voir Popper sur le même plan que Soros, même si c'est vrai que Popper critique aussi les conspirationnistes. Mais le conspirationnisme, il y a du bon et du moins bon. Il y a notamment les fans d'extraterrestres font partie des conspirationnistes. Oui, George Soros a été l'élève de Karl Popper. La notion de société ouverte chez Karl Popper, effectivement, vise à lutter contre les excès, enfin contre le totalitarisme. En fait, il se revendique libéral et individualiste. Mais George Soros, officiellement, ne fait rien d'autre. C'est pas la même chose. C'est comme si vous compariez Hitler avec Pétain. Je veux bien qu'Hitler et Pétain étaient alliés, mais enfin, c'est pas les mêmes personnages. D'accord, non, mais bon, à la limite, peu importe. Enfin, je veux dire, en fait, il y a le maître, il y a l'élève. Ensuite, bon, il y a peut-être effectivement une dégradation de la notion. Hein, enfin, le concept est certes moins, d'une certaine façon, chez Popper, il correspond à une histoire des idées. Enfin, avec une noblesse, même si à mon avis elle est erronée, enfin je veux dire une pertinence intellectuelle. Chez Soros, c'est une application caricaturale et qui devient même criminelle. Donc ça, je suis d'accord, hein, je ne dis pas le contraire. Ensuite, concernant l'ingénierie sociale, Popper est vraiment un théoricien de l'ingénierie sociale. Il en parle, hein, mais littéralement. Et il distingue deux types d'ingénierie sociale, une ingénierie sociale ponctuelle et une ingénierie sociale globale. Et donc il distingue l'une et l'autre en disant que la première est bien, elle est positive parce qu'elle permet de réparer des situations dégradées, et puis alors que l'ingénierie sociale utopique, elle justement en fait dérive très souvent le totalitarisme et le constructivisme social. À propos d'ingénierie sociale, moi je me posais une question. Si toutes les théories psychologiques américaines ne vont pas dans le sens de l'ingénierie sociale. Regardez l'article conditionnement sur Wikipédia. On vous parlera de conditionnement dans un sens quasi exclusivement positif, parce que le conditionnement est théorisé par les grandes théories américaines. Il y a le behaviorisme aux États-Unis, enfin c'était l'ancienne théorie. Donc qui dit behaviorisme dit qu'on étudie le comportement. Il y a la théorie cognitivo-comportementale, donc là aussi c'est le comportement. On apprend aux gens à bien se comporter. Alors, c'est effectivement plus efficace et plus rapide que la psychanalyse, hein, d'une certaine façon. Mais enfin, ça marche sur le conditionnement. Et je pense que c'est beaucoup faire porter à Popper que de lui faire porter la tendance à l'ingénierie sociale, qui a une tendance foncière dans, je pense, toutes les théories psychosociales américaines. Ah non, mais je ne lui fais rien porter, c'est lui-même qu'en parle. Je veux dire, il en parle littéralement. Il distingue deux types d'ingénierie sociale. Quand même, il y en a une qui est mauvaise. Oui. Et donc, et en fait, cet environnement, si vous voulez, parce que il y a une filiation, précise des idées, mais après il y a aussi un bain, hein, en fait, un environnement. Donc l'environnement intellectuel fourni par Popper a produit, en quelque sorte, a produit chez Soros, au filtre de son expérience personnelle, de sa vie, de son autobiographie, a produit la situation actuelle et a produit ce concept délirant de société ouverte, c'est-à-dire sans frontières.
comment dire, Popper va pas jusque-là. Quand il parle de société ouverte, il ne dit pas qu'il faut abolir toutes les frontières et qu'il faut faire rentrer des millions d'immigrés clandestins en Europe. Évidemment, quand il parle de société ouverte, il parle en fait effectivement de lutte contre le totalitarisme et qui s'oppose, donc de société ouverte qui s'oppose à une société fermée. C'est tout de même dans le contexte de la guerre froide, Popper. Je pense pas que Soros soit la même chose. Oui. Alors, en revanche, pour aller dans votre sens, je vais me poser une question, c'est peut-être un peu méchant, mais si le parallèle, on ne pouvait pas faire un parallèle entre Maïdan, où il y a l'extrême gauche et l'extrême droite main dans la main, avec le pape François et les dirigeants de la fraternité Saint-Pédis qui s'entendent visiblement très bien. Donc le pape François qui n'est pas chrétien, enfin qui est post-chrétien, qui est françoisien, qui on ne sait pas. Et bizarrement, un certain nombre de dirigeants de la fraternité Saint-Pédis sont totalement oubliés que Benoît XVI est au cachot au Vatican, ils sont en extase devant le pape François. Donc on a du mal à comprendre, mais est-ce que vous faites un parallèle ou non? C'est sur le plan religieux, là, c'est pas exactement la même chose. Mais... Oui, et puis je connais très mal l'actualité de l'Église aujourd'hui. Je ne me risquerais pas à faire des parallèles, puisque tout simplement je ne suis pas compétent sur cette question-là. Donc... c'est vrai que le pape François a quand même une forte tendance au politiquement correct, à la pensée unique. Bon, c'est, je veux dire, je pense pas, en même temps, il n'est pas non plus, son ministère consiste à rassembler plutôt qu'à diviser, donc forcément, oui, vous avez dit que la politiquement correcte, c'était l'européisme, les LGBT et l'immigration. C'est exactement le pape François. Je ne dis pas d'ailleurs que je mette les choses sur le même plan, qu'il ne faille pas faire preuve de compassion envers les gens qui ont des tendances homosexuelles, bon parfois ils n'y peuvent rien, qu'il n'y a pas des immigrés qui sont sympathiques, mais objectivement, le pape François, c'est exactement ce que vous avez décrit en parlant de la société ouverte telle qu'elle est conçue par Soros. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est effectivement un procès qu'on lui fait et que j'ai vu effectivement fait contre lui. Je connais pas suffisamment. La question c'est, est-ce qu'il ne se contente pas de faire un peu... comment dire ça, je sais pas. Est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Est-ce qu'il croit vraiment? Est-ce que c'est pas simplement en fait, une rhétorique pacificatrice dans un contexte, comment dire, particulièrement tendu? Donc en fait, il se dit je dois tirer dans un sens, même si ça sonne vraiment très nunuche, voire même dangereux. Je sais pas, je connais pas. Sur un autre point, est-ce que vous ne faites pas un peu des illusions quand vous considérez qu'il y a besoin de déraciner des gens, des néo-nazis, pour les rendre fans du multiculturalisme à tendance LGBT? À ma connaissance, les fondateurs du nazisme étaient homosexuels. Oui. Mais en fait, en réalité, je veux dire, les bandéristes ukrainiens ne sont pas fans du multiculti et du LGBT. Simplement, ils travaillent pour, en prétendant qu'ils luttent contre. C'est ça, en fait. Mais évidemment, quand on regarde... mais Marine Le Pen ne fait même pas semblant de lutter contre. Elle a nommé des homosexuels, je n'ai rien contre les homosexuels en tant que tels, mais elle a nommé que des homosexuels à côté d'elle. Oui, mais ils ne font pas de propagande LGBT, ces homosexuels-là. C'est toute la différence. Si vous voulez, là, ce qui se passe en Ukraine, c'est que y a des lois de type LGBT, LGBT même, franchement LGBT, et qui autorisent par exemple l'adoption, des lois même à caractère pédophile. Je veux dire, la propagande homosexuelle, la propagande LGBT à destination des mineurs a été autorisée en Ukraine. Et l'adoption d'enfants par des malades du sida aussi, voilà. Donc il y a tout un tas comme ça, il y a une ribambelle de lois et d'amendements, de décrets, de trucs et machins, qui passent au Parlement, et on attend que les nationalistes se bougent un peu le cul, quoi. Eh ben non, ils font rien. Donc en fait, en réalité, ils laissent faire. Non seulement ils se sont battus pour l'avènement du gouvernement qui fait passer tout ça, et maintenant que ça passe, en plus, ils font rien. Alors certes, quand il y a la Gay Pride à Kiev, ils lancent des cailloux, etc. Et puis de temps en temps, ils vont attaquer... Il faut bien victimiser les homosexuels. Oui, voilà, mais... S'il n'y avait pas des abrutis d'extrême droite pour les victimiser, ils
passerait pas pour des victimes éternelles. Voilà, bon, premièrement. Et puis de toute façon, on attend plutôt que de défoncer la porte d'une discothèque LGBT et puis faire irruption à l'intérieur et puis faire peur à tout le monde, on attend qu'ils défoncent la porte du Parlement pendant que les lois LGBT sont en train d'être votées et pour qu'ils arrêtent le processus de vote. Ça, ce serait de l'activisme sérieux. Mais non, ils font surtout pas ça. Ils ont défoncé les portes du Parlement quand c'était un gouvernement pro-russe et qui en fait s'opposait, qui criminalisait même l'homosexualité, pas simplement la propagande. Donc en fait, bon, ils font tout le contraire de ce qu'ils disent. C'est point par point, c'est fascinant. Vous m'excuserez de revenir à Marine Le Pen, que j'ai un peu dans le nez, hein, mais vous aviez dit qu'il faut passer par la solution institutionnelle plutôt que par la solution armée. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais est-ce que Marine Le Pen n'a pas elle-même saboté la solution institutionnelle qu'elle aurait pu représenter en faisant exprès de perdre face à Macron? Elle le traitait même comme s'il était déjà élu à la fin de son débat avec lui. Il faut dire qu'elle avait saboté son débat depuis le début. Oui, le débat était mauvais, il était raté, ça c'est évidemment, on est tous d'accord. Mais non, elle a pas. Faut arrêter de s'auto-flageller un peu. Bon, je veux dire, là, le Front National a fait le meilleur résultat dans les urnes de toute son histoire, à plus de 10 millions de voix. Je veux dire, le fait de gagner, c'était totalement inconcevable, impossible à faire. Enfin, c'est impossible. Oui, mais enfin, de là à s'auto-saboter, c'est pas parce qu'un navire va pas gagner une course qu'il faut piller son propre navire pour couler sur place. Oui, bon, je pense qu'elle a raté, enfin, elle n'a pas raté volontairement. C'est juste que bon, elle est maladroite. Enfin, il y a des choses qu'elle ne sait pas faire. Voilà. Elle a été favorisée par les médias parce qu'on voulait qu'elle soit en face de Macron au deuxième tour, de façon à faire gagner Macron. Parce qu'il aurait été plus dangereux qu'il ait un type comme Fillon face à lui, ou n'importe qui. Donc on s'est servi de Marine Le Pen et il n'y a pas eu une critique jusqu'au deuxième tour. Donc, oui, enfin bon, en même temps, Fillon contre Macron, c'est Macron contre Macron. Hein. Je veux dire, à 20h02, Fillon disait je votez Macron. Tous. Donc, moi, je me posais une question, c'était au sujet de la contrôle de l'Eurasie. Donc, sur le sujet, quelle est la position de Poutine? Parce que là, on n'en a pas parlé du tout. Quelle est la position de Poutine sur le contrôle de l'Ukraine? Est-ce que lui cherche à contrôler l'Ukraine? Est-ce qu'il espère? ce qu'il veut, ce que l'Ukraine, c'est quand même le berceau de la Russie. Et dans le fond, les États-Unis, ça serait tout à fait normal que l'Ukraine revienne à la Russie. Tout au moins, l'Ukraine orientale, ça fait partie de la Russie historiquement. Ouais. C'est le berceau de la Russie. Mais comme le Kosovo était le berceau de la... Alors que l'Amérique, il va se mêler de l'Amérique du Sud. Je veux dire, quelle est sa position, lui, là-dessus? Poutine sait que si le gouvernement russe est renversé à la faveur d'une révolution colorée, façon... Le gouvernement russe en Russie? Oui. Enfin, je vous explique. Quand on voit ce qui s'est... le sort de Milosevic, le sort de Saddam Hussein, le sort de Kadhafi, bon, ça donne des idées, ça fait réfléchir. Oui. Poutine se dit, il est hors de question que je finisse comme ça, oui. Avec des coups de baïonnette dans le cul ou pendu comme un chien. Donc, le but de Poutine en tant qu'individu, mais c'est pas lui qui dirige exclusivement, hein, évidemment, c'est collégial, c'est les services secrets, voilà. Donc, le but de Poutine et de toute son administration, c'est de sécuriser la Russie pour éviter de finir comme Kadhafi. Oui. Voilà. Donc et pour sécuriser la Russie, hein, il faut sécuriser l'étranger proche. Oui. L'étranger proche, c'est l'Ukraine. Oui. Donc évidemment, la Russie préférerait que la CIA dégage de l'Ukraine, c'est évident. Oui. La CIA, donc, et Soros, et tout ce qui va avec. Oui. Et les bandéristes, oui, c'est évident. Là, actuellement, on ne sait pas très bien s'il cherche à contrôler l'Ukraine ou s'il espère, ou qu'est-ce qu'il cherche à faire. Non, mais le but de l'OTAN, fondamentalement, c'était de déclencher la guerre. C'est contrôler l'Eurasie. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça, voilà, oui, Mackinder, je n'ai même pas pensé à en parler, mais bon, c'est l'algorithme fondateur de la géopolitique. Hein. C'est en trois étapes concentriques. Qui contrôle l'Europe de l'Est, contrôle la Russie, qui contrôle la Russie, pour aller vite, contrôle le monde. Voilà. Mais est-ce que Poutine cherche à contrôler le monde? Quelque part, enfin, il a déjà, je sais pas, un sixième du monde. Oui, est-ce que c'est vraiment utile d'aller plus loin? Non, ils n'en ont pas les moyens. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est contrôler l'étranger proche, pour sécuriser la Russie.
Et l'étranger proche. Est-ce que le Kazakhstan, est-ce que l'OTAN cherche à contrôler le Kazakhstan? Parce Oui, que oui. actuellement, il y a des accords avec la Poutine, mais est-ce que l'OTAN cherche à agir sur le Kazakhstan? Alors il y a une guerre culturelle qui est menée pour arracher le Kazakhstan à l'influence russe et qui va avoir une traduction malheureuse, c'est que le Kazakhstan va passer à l'alphabet latin. Ah, Oui. d'accord. C'est en cours, ça se discute. Oui, oui. Malheureusement, Exactement, enfin, c'est... ils sont Donc là on est dans une vraie guerre culturelle, hein, c'est que en fait, bon, un élément identitaire comment dire, du Kazakhstan, hein, l'alphabet cyrillique, enfin il y a plusieurs cyrilliques, hein, il n'y a pas que... Il y a du cyrillique russe, du cyrillique ukrainien, etc. Et Le cyrillique... réformé Hein, aussi. Et réformé. oui. Et le cyrillique, donc le Kazakhstan va abandonner son alphabet cyrillique personnel, et est en cours, enfin ça sont dans un processus de transition quoi, là, pour aller vers l'alphabet latin. Donc ça c'est mauvais signe, effectivement. Mais Est-ce l'OTAN, que ça, c'est pas sous influence turque plutôt que l'influence LGBT ou états-unienne? En fait, donc Kemal Atatürk était franc-maçon, c'est lui le grand artisan du passage à l'alphabet latin pour occidentaliser et pour moderniser. Et en fait, bon, quand je parlais de Pilsudski et du prométhéisme, c'était ça. Pourquoi Pilsudski voulait absolument attaquer la Russie? Parce que la Russie de son temps, enfin du début du XXe siècle, était religieuse, et donc Pilsudski en tant que... Alors, les historiens disent... D'accord. Les historiens disent que en fait, bon, Pilsudski n'était pas franc-maçon, mais était environné de francs-maçons. Et qu'il était, surtout son idéologie, était, comment dire, enfin, très orienté sur la protection des minorités. C'était l'ami des minorités. On retrouve tous les éléments de langage hein, du progressisme et en fait, en gros, oui, enfin, de cet univers judéo-maçonnique voilà, dans lequel on baigne en Occident. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça par rapport à ce que vous me disiez? Répétez-moi votre question. Oui, est-ce que l'influence de passer à l'alphabet latin... Oui, voilà, alors Kemal Atatürk, voilà, bon, en fait, on voit que dans les pays d'Orient ou Proche-Orient, etc., en fait, l'influence de la maçonnerie consiste toujours à occidentaliser, et donc... oui, donc qu'est-ce que je fais là? Je oui, d'accord. Consiste toujours à occidentaliser et donc en fait, quand on parle du langage, ça consiste à effectivement changer d'alphabet par exemple. Voilà. Parce que les anciennes républiques du RSS de confession musulmane sont quand même ethniquement proches de la Turquie. Oui. Oui, mais il faut regarder les régimes, hein, parce qu'en fait, les identités ethniques, tout ça, c'est pas vraiment ça qui dirige. Ce qui dirige, c'est les régimes qui viennent se superposer aux identités, hein, et qui viennent parfois faire violence aux identités organiques, etc., qui se sont développées, jadis, quoi. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Hein. Aujourd'hui, il y a des coups de force. Économiquement, la Turquie, l'influence turque sur ces anciennes... république du RSS est importante et quand on veut être introduit économiquement dans ces républiques, eh bien, il est bon de passer par des intermédiaires turcs. Oui, mais oui. Donc, oui, c'est possible, oui, c'est tout l'axe touranien, ce qu'on appelle les turco-mongols, etc. Et donc... effectivement, alors il y a peut-être ça, mais franchement, je crois que c'est plus les grandes orientations. Enfin, que ce qui dirige, c'est. Oui, alors il y a des intérêts économiques ponctuels, etc. Mais bon, je veux dire, c'est quand même une révolution de passer d'un alphabet à un autre. Hein. Donc ça, c'est civilisationnel, si vous voulez. C'est pas simplement des intérêts. Ça s'est fait en Turquie. Oui. Mais ça, et si ça se fait au Kazakhstan, ce sera pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, en fait, passer d'un système, eurasiste à un système atlantiste, c'est-à-dire fondamentalement maçonnique, mondialiste. Hein, et donc, avec la primauté de l'alphabet latin, qui est en vigueur. Voilà. Je pense que ce qui énerve tant aussi les agents mondialistes, c'est que la Russie ait cet alphabet qui est illisible pour la plupart des gens en Occident.
Je pense que c'est quelque chose, il y a encore une marque identitaire là quelque part de trop qui fait barrage, qui fait que en fait le monde n'est pas totalement plat et qu'on ne peut pas circuler comme ça. Enfin voilà, c'est pas le marché global, c'est pas la nouvelle, c'est pas le transhumanisme. Non, il y a des singularités. Il y a des singularités et ça, bon, on peut pas dominer le monde quand il y a des singularités, vous voyez. Alors, il faut un monde centralisé. Je voulais vous poser une question pour en revenir à l'Ukraine. Entre parenthèses, quand vous dites que Vladimir Poutine ne veut pas finir comme Saddam Hussein et que les Américains et autres réalisent quand même qu'il y a la bombe atomique en jeu. Bon, ça c'était une remarque. Je voulais revenir à l'Ukraine. Quelle solution voyez-vous, je ne veux pas dire à court terme, parce que j'en vois pas, mais à moyen et long terme pour pour régler le problème ukrainien. Alors je vais vous dire mon point de vue. J'ai été amené à voyager en Ukraine périodiquement pour des raisons professionnelles à partir de 2005, donc un an après le premier Maïdan, jusque vers les années 2009-2010. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'Ukraine. Et ma réaction très vite a été que l'Ukraine, disons, et le problème ukrainien était un problème similaire au problème belge. C'était un problème linguistique et que les deux sections de l'Ukraine étaient amenées à se séparer, comme la Belgique francophone et la Belgique néerlandophone est appelée tôt ou tard à se séparer. Alors c'est la solution que moi je vois. Est-ce que cette solution vous paraît crédible et est-ce qu'il y aurait d'autres solutions d'après vous? En fait, là, je me suis pas trop penché là-dessus. Honnêtement, c'est vrai que bon, même tout le chapitre là, de la guerre dans le Donbass, je le connais assez mal. À la rentrée, vous aurez une conférence sur le sujet. Quelqu'un qui connaît bien le Donbass. Ouais. Bon, c'est tout à fait autre chose. Oui, donc c'est vraiment un autre chapitre de l'affaire. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème linguistique. Mais malgré tout. Et puis linguistique et même ethnique. Parce que la partie ce qu'on appelle le Donbass, toute la partie orientale, ce sont des Russes qui sont venus s'implanter au cours des siècles précédents. Oui, enfin c'est plus compliqué que ça. Déjà l'école de Vienne, l'école linguistique de Vienne au XVIIIe siècle et surtout au XIXe, a travaillé pour faire croire que l'ukrainien était une langue qui n'avait rien à voir avec la Russie, qu'il avait des ascendances nordiques. Ça remonte à loin. Et ça remonte au moins à un siècle et demi, sinon 2 siècles. Tout à fait. Et lors de la guerre civile, l'Ukraine a trouvé pour la première fois son indépendance. Quelle était l'attitude des Blancs? Mais de crier en quelque sorte au sacrilège. Et c'était le dernier livre du général Witkowski qui a pour titre Vérité sur l'Ukraine. Et vous avez eu une conférence ici sur le sujet. Alors, c'est vrai que l'Ukraine de l'Ouest a eu l'influence austro-hongroise, lituanienne, polonaise. C'est vrai. Si l'Ukraine moderne était devenue un État neutre, mais sera plus satisfaire la Russie. L'objectif, c'était, comme ce qui s'est passé quelque temps avant en Géorgie, attaquer la Russie sur ses flancs. C'est tout. Et soit l'Ukraine devient un État neutre, donc il y a des liens aussi bien avec l'Est que l'Ouest, mais soit ce sera une guerre sur une longue durée.
C'est évident. Et c'est pas l'intérêt de la Russie en tant que telle aujourd'hui d'annexer ni le Donbass ni la République de Donetsk. Bon, ils les aident parce que c'est des frères, mais ils ne veulent pas non plus, Poutine, dresser toute l'Ukraine contre lui. C'est très compliqué. Mais de toute façon, bien avant les événements de 2014, Brzezinski avait mis un calendrier sur la date à partir de laquelle l'Ukraine devait appartenir à l'Union européenne, s'éloigner de la Russie, etc. Oui, et puis bon, enfin, je rapporte là dans le bouquin un tas de déclarations de Hillary Clinton, etc. Puis tout le programme d'intégration, enfin, c'est le partenariat oriental de l'UE, l'Ukraine est dans la liste. Hein, et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a des écoles de subversion, de techniques de révolution de couleur en Pologne et dans les pays baltes. Et ce sont des techniques qui ont été appliquées partout, dans les révolutions du printemps arabe, et bien sûr en Géorgie, en Ukraine, et s'ils le peuvent, ailleurs. Il s'était même prévu d'activer un réseau concernant l'Église catholique. C'était même prévu. Est-ce que vous avez une position par rapport à Fatima là-dedans? Parce que Fatima, c'est quand même la conversion de la Russie, même si c'est fait partiellement. Écoutez, il y a quelqu'un de compétent qui répondra à la question à propos, entre autres, de Notre-Dame de Kazan, et la conversion de qui est un grand symbole à la fois pour les Russes et dans un pays russe, mais à majorité musulmane. Ah oui, la région de Kazan, oui, oui. Effectivement. Mais c'est très important. La conversion de la Russie pourrait venir par l'Ukraine, qui est quand même une version de la Russie avec le baptême de Saint-Vladimir. Oui. Et vous croyez pas que la conversion de la Russie est déjà faite? Qui aurait dit il y a 30 ans que le fer de lance de la chrétienté, ce serait la Russie? Elle est faite partiellement. Elle est faite partiellement, mais qui va secourir les chrétiens d'Orient aujourd'hui? C'est pas la France, mais personne d'autre, c'est la Russie. Vous n'allez pas vous battre pour des questions de viting. Vous voyez, certains philosophes et théologiens russes, entre autres Soloviev, ont soutenu que la Sainte Église russe n'était pas schismatique puisqu'elle n'avait jamais rompu formellement avec Rome. Et lui-même, il est mort apparemment catholique. Est-ce qu'il était catholique, est-ce qu'il était orthodoxe, c'est un mystère. Mais le cas de l'Église russe est assez particulier et peut-être un jour, ça pourrait être, c'est un peu ce que dit disons, un point qui pourra permettre un certain redressement spirituel de l'Europe. C'est ce que prévoyait, prophétisait Dostoïevski. C'est aussi ce que disait un peu Pitou, que la rupture ne venait pas ni du pape ni du peuple russe, que de choses intermédiaires, de circonstances intermédiaires. C'est-à-dire que le peuple russe était toujours resté très proche du pape. C'est-à-dire que Fatima, je pense que c'est plus une épine dans le pied du pape François que de Vladimir Poutine. Mais laissez le pape François à ses Fioretti. J'aime tellement les pauvres, laissez-le avec les pauvres. Je ne sais pas s'ils sont d'argent ou d'esprit. Bon, excusez-moi. Bon. Vraiment, je vous invite à acquérir le livre. C'est un excellent complément, vous voyez, de... C'était vous, ça ah oui. Ça, c'était le mien, je crois. C'est mon exemplaire, de l'ATSA. Ah oui, c'est le mien. Tiens, alors, où est-ce que je fous